Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, au quatrième jour de ce camp d'entraînement de lecture intensive qui s'est déroulé sur 9 jours, le 9 juillet 2014. Attendez, je vais bien zapper. Et dans mon vieux. Ah, ça le voit. Ouais, ouais. Que dans tout. Dans nos épées, j'ai horreur de ça. Il se liche la bisoune, puis après, il me liche la face. Quelle horreur, décidément. On pourrait dire, allez, allez, dégage. Non, c'est assez. Ce matin, d'ailleurs, ce petit Joseph, hein, Zépéquinho, le chien saucisse, adore les chats. Et ce matin, en allant le promener, 5 heures du matin, 5h15 du matin, aube laiteuse, caniculaire, préfigurant une journée brûlante et humide, sans doute. Eh bien, devant la porte patio, il y avait Borghèse. Eh oui, Borghèse, un chat, car le propriétaire de ce félin a fait sa maîtrise sur l'écrivain argentin Borghèse. Et ce petit Borghèse, chat gris avec des pattes blanches, se promène dans le quartier sans bracelet, et ça, c'est pas sympathique, se promène dans le quartier depuis des années. Et il y a 2 ans, quand je passais beaucoup de soirées à manifester, printemps et été 2012, je passais beaucoup de soirées à manifester pour la cause étudiante. Et bien, quand je revenais fatigué de ces longues promenades mouvementées parfois, eh bien, je croisais le petit Borghèse sur le trottoir. Et je suis probablement un des seuls dans le quartier qui connaît son nom. Beaucoup de gens le nourrissent parce que il a créé tout un réseau d'amis où il peut aller se sustancer, dont dans notre domicile. Et chaque fois que je le vois, donc, je l'appelle Borghèse. Et là, de sa démarche chaloupée, parce qu'il a eu un accident de la colonne vertébrale. Il marche un peu de guingois, comme ça. Alors, il vient me voir. Il se roule sur le ciment de contentement. Alors, ce matin, Zépéquinho, non, Zépé, oust, non. Bon. Alors, ce matin, Zépéquinho, qui adore les chats, incidemment, eh bien, a bondi sur lui de bonne heure, et Borghèse, pas effarouché du tout, s'est laissé caresser, s'est laissé caresser. Alors donc, je poursuis la lecture de Repenser l'impôt de Peter Sloterdijk. Petit livre très important qui a bouleversé quelques-unes de mes conceptions. Alors j'avance de manière zigzagante. Je pourrais d'ailleurs, j'aurais pu vous offrir une version schématisée de cet ouvrage-là, traitant des divers plans qui sont élaborés dans cet ouvrage. Mais je choisis la forme décousue, un peu organique, qui correspond à mon tempérament, qui correspond également à la façon dont mon esprit fonctionne, c'est-à-dire de manière analogique et de manière bondissante. Alors voilà ce qu'il nous dit à la page 71. Les gens qui se placent du côté des donateurs s'éveillent moralement à la vie. Ah oui, on rappelle, je vais vous rappeler en 3 phrases. Ce qu'il dit Sloterdijk, c'est qu'il faut substituer l'impôt forcé par un impôt volontaire, de créer une philosophie qui fait que les gens ont envie de donner. Il s'appuie ici sur les travaux de Marcel Mauss. On connaît la formule donner, recevoir, rendre, qui selon lui ont été à la base et au fonctionnement
de notre société humaine depuis des millénaires et que le capitalisme débridé dans sa version moderne, qu'est le libéralisme économique, est en train de détruire. Ce qui est triste, c'est que ce libéralisme économique-là s'appuie sur la tradition, mais ne la transmet pas, sauf les héritages, qui eux sont la clé de voûte qui barre le système. On va y revenir là-dessus. Pourquoi il y a tant de gens qui n'ont pas envie que la société change? Un, ils attendent un héritage. Et deux, ils sont en psychothérapie. Allez voir le lien entre psychothérapie et héritage. Il est beaucoup plus ténu qu'on peut l'envisager. Alors donc, et l'État agit, comme on le sait, de manière très brutale à l'égard de nous, les payeurs de taxes, hein, pour nous qualifier ainsi, parfois de manière arbitraire, et aussi de contester si on a jugé avoir été victime d'une injustice. Le processus est tellement long, tellement fastidieux, que même les plus courageux finissent par ne pas le faire, ne pas contester. Même les plus combatifs finissent par abandonner la partie. Petite parenthèse, un ami me racontait qu'il y a peu de temps, il a eu une contravention. Un policier lui a remis une contravention, car il avait dépassé de quelques kilomètres la limite de vitesse dans une zone résidentielle. Et sarcastiquement, le policier lui a dit, était bien conscient que c'était, enfin, limite cette contestation, cette contravention-là, et puis que si le chauffeur n'était pas content, il n'avait qu'à la contester, cette contravention-là. Et le policier de rajouter, de toute façon, peut-être que cette fois-ci, bon, vous n'êtes pas vraiment, enfin, vous n'êtes pas vraiment totalement coupable, mais c'est pour toutes les autres contraventions que vous n'avez pas reçues dans votre vie. Et n'allez pas me dire que vous n'avez pas régulièrement dépassé la limite de vitesse ou contrevenu à l'une ou l'autre des interdictions qu'il y a sur la route. Alors, sorte de justice a posteriori. Et l'impôt se comporte un peu avec nous de la même manière. Il juge que la majorité de ses citoyens ont tôt ou tard abusé ou encore commis des évasions fiscales menues en payant en dessous de la table la femme de ménage ou en engageant au noir quelqu'un qui repeint l'appartement. N'importe. L'impôt considère de toute façon tout le monde, à un moment ou l'autre de sa vie, a fait de l'évasion fiscale et que de le redresser arbitrairement pour quelque chose où là où il n'est pas, où le citoyen là n'est pas coupable, eh bien ce n'est qu'une justice redistributrice. Et puis cette vision-là négative, hein, que ce droit absolutiste que s'est donné le fisc pour aller nous extraire de l'argent dans notre portefeuille, et beaucoup d'argent, hein, cet absolutiste-là n'est jamais remis en cause. Les gens qui se placent, donc je reviens, les gens qui se placent du côté des donateurs s'éveillent moralement à la vie. C'est effectivement le cas. Et celui qui ne le sait pas, par sa propre expérience, n'a pas encore commencé à exister en tant que sujet. Il est resté coincé dans la préexistence, dans laquelle on attend toujours que les autres fassent quelque chose pour nous. La préexistence, là, on appelle ça l'enfance. Et cette préexistence-là, eh bien, l'État, avec ses appareils multiples d'aliénation, on rajoute la famille aussi ici, dans bien des cas,
eh bien, et la famille et l'État sont arrimés ensemble. Hein. On va y revenir, on va y approcher de ce moment charnière qui détruit la vie de beaucoup de gens. Alors, on attend toujours quelque chose des autres, et l'État se présente comme non, 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 toi tu rentres pas. Et l'État se présente à la fois comme dispensaire de services, à la fois comme instance qui arbitre. Il se présente à la fois comme celui qui offre tout et qui prend tout également, de la naissance jusqu'au tombeau. Ici, un commentaire que j'ai reproduit tout à l'heure sur ma page Facebook. On oublie trop facilement que tout propos sur l'homme produit un effet sur la formation de l'homme. Quand on pense l'homme petit, on se retrouve tôt ou tard face à une réalité qui correspond à celle que l'on supputait. La pensée basse est un entraînement autogène et auto-réalisateur de l'indigence. Nous touchons ici au cœur du problème, qui est aussi le centre de la deuxième question sociale. Les critiques les plus intransigeantes des idées que j'ai lancées sont des partisans d'un réalisme qui se prétend dessillé et très malin, mais demeure aveugle aux réalités psychopolitiques des systèmes sociaux modernes, pour ne parler que de ceux-là. Le prétendu réalisme leur chuchote que la totalité du lien social se décomposerait immédiatement en millions d'atomes de cupidité autiste dès qu'on laisserait aux personnes fiscalement actives un peu de liberté de création dans leur comportement de donneur et qu'on leur accorderait de la reconnaissance en tant que donneur. Leurs pensées et leurs sentiments respectent toujours les stéréotypes anti-bourgeois de la classe du 19e siècle et des années 20 et 30 du 20e siècle, recyclés après 1967 par l'aile léniniste du mouvement étudiant. Ils suivent les voies bien tracées d'une fausse sociologie selon laquelle une société bourgeoise ne serait qu'une mosaïque d'agents rapaces de l'égoïsme. Alors, ce que nous dit toujours Sloterdijk, c'est que, évidemment, l'État prend de plus en plus d'argent et l'État est de plus en plus autoritaire, forcément. Et c'est devenu comme une fin en soi que de protéger les acquis en l'État de l'État. Il nous dit ici, ils sont arrivés au point où éviter la faillite de l'État fait aujourd'hui l'effet d'une utopie politique. Le temps me semble venu de rompre avec les systèmes misanthropiques et fondés sur l'imaginaire de la réaction de gauche, si noble qu'ait pu être leur motif à l'origine. Nous avons suffisamment vécu pour ouvrir enfin un nouveau chapitre dans le livre de la coexistence des hommes au sein des collectivités modernes. Ici, Sloterdijk nous le rappelle à nouveau. L'homme est certes une créature caractérisée par la volonté de posséder,
Et il n'existe pas une seule théorie économique qui n'en ait pas fait l'un de ses axiomes, mais il doit toujours aussi être pensé comme une créature fondamentalement axée sur la participation et dont le répertoire affectif est aussi défini par l'empathie, la générosité et la volonté de donner. C'est pas Solzhenitsyn, hein, qui s'y connaissait en système répressif, qui disait « C'est dur de travailler pour des cons, mais quand on travaille pour des gens bien, on se donne à fond. » Je cite de mémoire, mais on comprend l'idée. On peut travailler très, très, très fort. L'être humain, on l'observe sans arrêt, hein, ou on ne l'observe pas parce qu'on ne voit pas tout le travail que font les bénévoles dans notre société. Les aidants naturels, qui sont si importants, qui sont si nécessaires. Les aidants naturels à tous les niveaux, la famille, les amis. Tout ce nombre de gens-là qu'on ne voit pas, eh bien, permettent à la société de fonctionner encore. Et on pourrait rajouter aussi ce que Freud disait. Hein? Freud disait, encore là, je cite de mémoire, que le jeune âge est celui de l'égoïsme. Lorsque nous sommes jeunes, nous devons nous battre pour faire notre place en ce monde. C'est-à-dire, trouver un travail qui convienne à nos capacités et à nos aspirations. Trouver l'amour, trouver un partenaire de vie, fonder une famille si tel est notre objectif, tel est notre conatus, lui dit Spinoza. Mais tout cela, à un moment donné, doit, une fois qu'on a obtenu toutes ces choses-là, eh bien, doit céder sa place à l'empathie et le don de soi. Et lorsque nous devons, rendu un certain âge, je pense que ça doit correspondre à peu près à la cinquantaine, qui est l'âge de l'individuation, eh bien, maintenant, à cet âge-là, nous devons prendre soin des autres. Et même prendre soin des autres, c'est de l'égoïsme intelligent. Car les gens qui s'occupent des autres sont en bonne santé. Ça aussi, c'est une chose que j'ai pu observer. Il y a autour de moi des gens qui ont un âge fort avancé et qui s'occupent des autres. Ils sont en bonne santé, ces gens-là. Parce que ils ont réussi à dépasser ce stade-là de leur petite personne. On n'a pas le droit de, rendu à un certain point dans sa vie, on n'a pas le droit de tout garder pour soi. Il vient un moment où il faut tout donner et s'en aller. Vous savez, je le répète souvent. Dans une vision plus complète, on reconnaîtra l'homme comme une double créature en laquelle s'affrontent le manque et l'excédent. Le psychisme agit en permanence dans un parallélogramme formé d'impulsions relevant de la cupidité et de la fierté. Pour parler grec, dans le champ de force de l'éros et de Timos. L'éros est réglé sur le pôle de la prise
et vise à l'appropriation. Sans se soucier de l'élégance, ce n'est pas sans raison qu'il est aujourd'hui le dieu de la culture de masse, dans laquelle tout tourne autour du désir sans limite. On connaît la devise des situationnistes en mai 68. Jouir sans entrave. Dans sa zone d'influence, l'élite est rabaissée au rang d'assemblée de notables et la notabilité apparaît comme le salaire de l'avidité. On a pu voir ça avec les libéraux là, dernièrement à nouveau. Le thymos demeure en revanche orienté vers le don et suit des motivations relevant de l'élégance ou de la rationalité du prestige. C'est ainsi que des gens, justement, qui ont atteint des objectifs, ou enfin, s'ils ne les ont pas atteints, devront-ils en faire leur deuil, c'est-à-dire devenir des adultes qui consentent à perdre des choses? Eh bien, par contre, l'âge du prestige, l'art de faire les choses pour la gloire, la gloire personnelle, eh bien, finit par arriver chez les meilleurs d'entre nous. Ici, Platon rappelait que Eros se présentait sous les traits d'un individu, d'un petit individu un peu vulgaire et qui avait les pieds sales. Une espèce d'individu très avide. Encore là, je cite de mémoire. Le siècle à venir. Conclu pour aujourd'hui. Est-ce que je vais poursuivre demain? Oui, je vais poursuivre demain. Oui, je vais poursuivre demain parce que je ne vous ai pas révélé pourquoi les héritiers, finalement, sont un frein au développement. Pas juste au développement économique. Les héritiers sont un frein au développement psychique. S'il y a tant de gens qui sont névrosés dans notre société, c'est pour deux raisons. En fait, d'abord, des raisons familiales. Hein, les névroses, les plus graves en tout cas, trouvent leur source dans l'enfance et le système familial où l'héritage devient la clé de voûte, le patrimoine devient la clé de voûte de la structure familiale, ne permet pas aux individus de s'échapper de situations qui les aliènent totalement. Ils sont dans un mécanisme de double contrainte. Alors, Sloterdijk de conclure pour aujourd'hui. Le siècle à venir sera celui d'un combat de titans entre la raison de la générosité et les calculs de la pensée basse. Si l'éthique généreuse peut en sortir vainqueur, c'est parce que les pressions croissantes des interdépendances entre global players vont agir dans son sens. La société mondiale sera un patchwork de communes thymotiques où ne sera pas. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Oh, j'ai oublié de remercier Philippe. Philippe, si vous écoutez ma vidéo, je vous remercie de la petite carte que vous m'avez envoyée. Je la monte à l'écran. Philippe, je vais vous envoyer une carte cette semaine. Vous êtes en train de réhabiliter de manière élégante, justement, l'art de la correspondance. Vous m'avez dit que vous aimiez envoyer des cartes. Moi, je n'ai pas l'habitude d'en faire, d'en envoyer, mais je vais le faire. Je vous remercie, Philippe. C'est toujours un bonheur de recevoir les vôtres. Alors, je vous remonte celle-ci à l'écran. Merci, portez-vous bien. Vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, ainsi que mon numéro de téléphone 736-0999. On va voir si Zépé est là. Zépé, viens-t'en. Il attendait devant la porte. Viens, viens. Non, non, non. Bon ben, Zépé. Oh, Zépé.
Oh, c'est tabarnouche. Que d'enthousiasme dans un petit corps de quelques kilos à peine. C'est dur à croire. Bon, d'accord. Allez, bye, bonne journée.